Dans les registres paroissiaux de Sainte-Marie, en Louisiane, une ligne manuscrite a été grattée avec tant de violence que le papier s'est déchiré. Sous cette cicatrice d'encre, un secret qui a changé le cours de 3 générations. Un secret que personne n'aurait dû découvrir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous glacer le sang, et nous voulons savoir jusqu'où elle voyage. L'année était 1853. La Louisiane vivait ses dernières années d'opulence avant la guerre qui allait tout détruire. Les plantations de canne à sucre s'étendaient le long du fleuve Mississippi comme des royaumes indépendants, chacune avec ses propres lois, ses propres secrets, ses propres horreurs cachées derrière des façades de colonnes blanches et de magnolias en fleurs. La plantation Belle-Rive occupait près de 800 arpents de terre noire et fertile à 3 heures de bateau de la Nouvelle-Orléans. Le manoir principal se dressait sur une légère élévation, protégé des crues par des levées construites par des dizaines d'esclaves. 3 étages de briques rouges importées d'Angleterre, des galeries couvertes qui faisaient le tour de la bâtisse, des volets verts qui claquaient doucement dans la brise perpétuelle venant du fleuve. Derrière le manoir, les cases des esclaves formaient 2 rangées parallèles. 68 structures de bois brut sans fenêtres, où vivaient 143 âmes dont personne ne tenait vraiment compte. Le maître de Belle-Rive s'appelait Édouard Valcourt. À 52 ans, il était veuf depuis 15 ans, et son visage portait l'expression permanente d'un homme qui a perdu quelque chose qu'il ne peut nommer. Grand, maigre, les cheveux gris peignés en arrière avec une rigueur militaire, il gérait sa plantation avec l'efficacité froide d'un homme d'affaires du Nord, ce qui lui valait le mépris silencieux de ses voisins créoles, qui préféraient une cruauté plus démonstrative. Valcourt ne frappait jamais ses esclaves lui-même. Il employait pour cela un contremaître qu'il payait grassement pour faire ce qu'il ne pouvait se résoudre à faire de ses propres mains. Sa fille unique, Constance, avait 22 ans en ce printemps de 1853. Elle était le portrait craché de sa mère défunte, ou du moins c'est ce que tout le monde disait. Des cheveux noirs épais qui refusaient de boucler malgré tous les efforts. Des yeux d'un brun si foncé qu'ils paraissaient noirs à certaines heures. Une peau qui bronzait au lieu de roussir malgré tous les chapeaux et ombrelles du monde. Elle était grande pour une femme, presque autant que son père, avec des mains fortes qui n'avaient pas la délicatesse que les dames créoles cultivaient comme une vertu. Constance n'avait jamais connu sa mère, morte 3 jours après sa naissance d'une fièvre que le médecin n'avait pas su nommer. Son père parlait rarement d'elle, et les domestiques de la maison détournaient les yeux quand elle posait des questions. Il existait un portrait dans le bureau d'Édouard, caché derrière une tenture de velours rouge, mais Constance ne l'avait vue qu'une seule fois, à l'âge de 7 ans, avant que son père ne la trouve là et ne la chasse de la pièce avec une violence verbale qui l'avait terrifiée. La vie à Belle-Rive suivait un rythme immuable. Lever avant l'aube. Petit déjeuner servi par la gouvernante, Madame Lebrun, une femme sans âge venue de France 20 ans plus tôt et qui parlait un créole mêlé de français métropolitain que personne d'autre ne comprenait parfaitement. Promenade dans le jardin. Lecture surveillée. Travaux d'aiguille. Dîner à 6 heures précises. Coucher à 9 heures. Pas de visite, ou si rarement. Pas de bal, sauf une fois par an à la Nouvelle-Orléans. Toujours chaperonné, toujours surveillé. Pas de prétendant, bien que Constance soit largement en âge de se marier et que sa dot, disait-on, soit considérable. Ce qui troublait le plus les voisins, c'était qu'Édouard Valcourt semblait vouloir garder sa fille enfermée à Belle-Rive comme un secret qu'il ne voulait pas partager avec le monde. Parmi les esclaves de la plantation, il y en avait un qui se distinguait des autres. On l'appelait simplement Gabriel. Aucun nom de famille, bien sûr. Les esclaves n'avaient pas ce luxe. Il avait environ 40 ans, peut-être plus, peut-être moins. Grand, la peau d'un noir profond qui brillait comme de l'ébène poli sous le soleil, des yeux étrangement clairs, presque dorés, qui le faisaient ressembler à un rapace quand il vous regardait.
Gabriel était charpentier, un artisan dont le talent était reconnu même par les blancs des plantations voisines, qui venaient parfois demander à Valcourt s'il pouvait emprunter ses services pour quelques jours. Mais Gabriel n'était jamais prêté, jamais loué, jamais vendu, malgré les offres généreuses. Édouard Valcourt le gardait à Bellerive avec une possessivité qui semblait étrange pour un homme aussi détaché de ses biens. Gabriel vivait seul dans une case légèrement à l'écart des autres, une petite structure qu'il avait lui-même construite avec une qualité de finition qui aurait fait honte à bien des maisons de blancs. Il avait une épouse autrefois, disait-on, mais elle était morte jeune. Pas d'enfant, personne qui soit vraiment proche de lui. Les autres esclaves le respectaient, mais gardèrent leur distance. Il y avait quelque chose en Gabriel qui inspirait une sorte de crainte respectueuse, comme si un secret habitait derrière ses yeux dorés, un secret que personne ne voulait vraiment connaître. Tout a commencé un mardi de mai, quand la chaleur s'installait déjà comme une main moite sur la vallée du Mississippi. Constance avait décidé de faire quelque chose qu'elle ne faisait jamais, visiter les anciennes dépendances au nord de la propriété, des bâtiments abandonnés depuis des années, vestiges d'une époque où la plantation était plus petite, moins organisée. Son père était parti pour la Nouvelle-Orléans afin de régler des affaires bancaires. Il serait absent 3 jours. Madame Lebrun avait une de ses migraines et s'était retirée dans sa chambre avec des compresses d'eau froide et l'ordre strict de ne pas être dérangée. Pour la première fois depuis des années, Constance se trouvait essentiellement libre, sans surveillance directe. Elle avait pris un chapeau de paille, une ombrelle, et était partie vers les vieux bâtiments en milieu d'après-midi, quand la chaleur rendait toute activité pénible et que même les contremaîtres cherchaient l'ombre. Les esclaves travaillant au champ levèrent à peine les yeux quand elle passa. Ils avaient appris depuis longtemps à ne pas montrer trop d'intérêt pour les affaires des Blancs. Les anciennes dépendances comprenaient une grange effondrée, une forge abandonnée, et une petite maison qui avait dû servir de résidence au premier propriétaire de ces terres, avant que le grand manoir ne soit construit. C'était cette maison qui intéressait Constance. Enfant, elle avait entendu des domestiques murmurer qu'elle contenait des documents anciens, des registres des premières années de la plantation. La porte était fermée par un simple loquet rouillé qui céda facilement. À l'intérieur, l'obscurité et une odeur de moisi si forte qu'elle dut se couvrir le nez avec un mouchoir. Quand ses yeux s'habituèrent à la pénombre, elle distingua une pièce unique, presque vide, sauf pour quelques meubles brisés, et contre le mur du fond, une armoire haute en bois de cyprès, dont les portes pendèrent de travers sur leurs gonds. L'armoire contenait des boîtes, des dizaines de boîtes de différentes tailles, certaines en métal rouillé, d'autres en bois vermoulu. Constance en ouvrit une au hasard. Des papiers, des lettres, des documents légaux jaunis par le temps. Elle en prit une poignée et s'assit sur le sol poussiéreux, son ombrelle posée à côté d'elle, et commença à lire. C'étaient les archives personnelles de son grand-père, le fondateur de Bellerive. Des correspondances avec des marchands, des reçus d'achat d'esclaves, des contrats avec des fournisseurs de la Nouvelle-Orléans. Rien de très intéressant, pensa-t-elle d'abord. Puis elle ouvrit une autre boîte, plus petite, qui avait été cachée tout au fond de l'armoire, derrière les autres. Cette boîte contenait quelque chose de différent. Un journal intime, relié en cuir noir, avec des pages si fines qu'elles étaient presque transparentes. L'écriture était serrée, nerveuse, difficile à déchiffrer dans la faible lumière. Constance l'approcha de la porte pour mieux voir. La première page portait une date, 23 avril 1832, un an avant sa propre naissance. L'auteur du journal n'était pas identifié, mais l'écriture était féminine, élégante, malgré sa nervosité. Il me regarde encore, lisait la première entrée. Tous les jours, quand je passe près de l'atelier, ses yeux impossibles. Je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas, mais quelque chose en moi répond quand il me regarde. Constance fronça les sourcils. De qui sa grand-mère, car ce devait être elle, parlait-elle avec cette familiarité troublée? Elle tourna les pages, lisant par fragments. Édouard ne me touche plus depuis des mois. Il dort dans son bureau, prétend que c'est à cause de ses affaires. Mais je sais, je vois comment il me regarde, avec ce dégoût à peine masqué.
comme si ma présence elle-même le révulsait. Gabriel a réparé la balustrade aujourd'hui. Ses mains sont si sûres, si précises. Il n'a pas dit un mot, n'a pas levé les yeux vers moi, mais j'ai senti quelque chose passer entre nous. Une reconnaissance. Un danger. Le cœur de Constance se mit à battre plus fort. Gabriel. Le même nom. Le même homme. C'était impossible. Il aurait plus de 60 ans maintenant. Mais il n'y avait pas tant d'esclaves portant ce prénom à Bellerive. Elle continua de lire, les pages devenant de plus en plus troublantes. Je sais que c'est de la folie. Je sais ce qui arrive aux femmes comme moi, mais je ne peux plus m'arrêter. Nous nous retrouvons dans l'ancien séchoir à tabac, après minuit, quand toute la maison dort. Il ne parle presque jamais, mais ses mains parlent pour lui. Et moi, j'oublie qui je suis censé être. J'ai peur, mes règles ne sont pas venues. Édouard va savoir, comment ne saurait-il pas? Et alors, que se passera-t-il? Ils le tueront. Ils nous tueront tous les deux. Je dois trouver un moyen. Les entrées suivantes étaient plus courtes, plus désespérées. Édouard sait. Je l'ai vu ce matin, le regard qu'il m'a lancé. Il sait. Mais il ne dit rien. Pourquoi ne dit-il rien? Il a emmené Gabriel quelque part. 1 semaine maintenant. Personne ne sait où. J'ai peur de ce qu'il lui a fait. J'ai peur de ce qu'il me fera. Gabriel est revenu. Je l'ai vu de loin. Il boite. Il ne me regarde plus. Qu'est-ce qu'Édouard lui a fait? Puis, après plusieurs pages vierges, une dernière entrée, datée du 10 janvier 1833. L'enfant arrive. Je sens les douleurs depuis ce matin. Édouard a appelé le médecin. Il sourit quand il me regarde maintenant. Un sourire terrible. Je crois que j'ai compris. Je crois que je sais ce qu'il va faire. Mon Dieu, pardonnez-moi. Pardonnez-nous tous. C'était la dernière page écrite. Le reste du journal était vide. Constance resta assise là, le journal serré entre ses mains tremblantes, tandis que l'horreur de ce qu'elle venait de lire s'infiltrait lentement dans son esprit comme un poison. Le 10 janvier 1833, le jour de sa naissance, le jour de la mort de sa mère. Non, pas sa mère. Pas si ce qu'impliquait ce journal était vrai. Elle se leva brusquement, trop vite, et la tête lui tourna. Elle devait sortir de là. Elle devait réfléchir, mais ses mains refusaient de lâcher le journal. Elle le glissa sous son châle et sortit en titubant dans la lumière aveuglante de l'après-midi. Cette nuit-là, Constance ne dormit pas. Elle resta assise près de sa fenêtre, le journal caché sous son matelas, regardant les étoiles sans les voir vraiment. Son esprit tournait en cercle, essayant de comprendre, essayant de refuser ce qui semblait de plus en plus évident. Si le journal disait vrai, si cette femme, cette Blanche, dont le nom n'était jamais mentionné mais qui ne pouvait être que l'épouse de son père, si cette femme avait eu une liaison avec un esclave, et si elle était tombée enceinte, non, c'était impossible. Son père n'aurait jamais, il n'aurait jamais gardé un tel secret. Il n'aurait jamais élevé l'enfant d'un esclave comme sa propre fille. Ce serait de la folie. Ce serait... Mais alors, pourquoi la gardait-il si isolée? Pourquoi refusait-il qu'elle se marie? Pourquoi ce silence obstiné autour de sa mère morte? Au lever du jour, Constance prit une décision. Elle devait voir Gabriel. Elle devait lui parler. Si quelqu'un pouvait confirmer ou nier ce que le journal suggérait, c'était lui. Le problème, c'est qu'une jeune femme blanche ne pouvait pas simplement approcher un esclave pour une conversation privée. Les domestiques le remarqueraient. Les contremaîtres le rapporteraient. Son père, quand il reviendrait, l'apprendrait inévitablement. Elle devait être prudente. Elle attendit 3 jours, jusqu'au retour de son père. Édouard Valcourt revint de la Nouvelle-Orléans avec son humeur habituelle de mélancolie contrôlée. Il embrassa sa fille sur le front au dîner, lui demanda comment s'étaient passés ses jours en son absence, écouta poliment ses réponses vagues, puis se retira dans son bureau comme toujours. Constance attendit encore 1 semaine, 2 semaines. Elle observait Gabriel de loin, depuis les fenêtres du manoir, depuis la galerie couverte. Elle le voyait travailler, cet homme grand et silencieux qui construisait et réparait avec une précision qui semblait presque mécanique. Elle essayait de voir des ressemblances, la hauteur peut-être, les mains fortes, mais c'était ridicule.
On pouvait trouver des ressemblances avec n'importe qui si on les cherchait assez fort. Puis, un matin de juin, l'occasion se présenta. Une violente tempête avait frappé la vallée pendant la nuit, arrachant plusieurs volets du manoir et endommageant le toit de l'écurie. Édouard avait demandé à Gabriel de venir réparer les dégâts à la maison principale. Constance le regarda arriver, une boîte à outils sur l'épaule, et monter une échelle contre le mur sud. Elle attendit que Madame Lebrun soit occupée dans l'office, puis sortit discrètement par la porte de service et fit le tour de la maison. Gabriel travaillait en silence, remplaçant des bardeaux endommagés. Quand elle s'approcha, il ne baissa même pas les yeux vers elle. « Gabriel », dit-elle doucement. Il continua de travailler, comme s'il ne l'avait pas entendu. « Gabriel, je sais que vous m'entendez. Je dois vous parler. » Cette fois, il s'immobilisa. Lentement, très lentement, il tourna la tête vers elle. Ses yeux dorés la fixèrent avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Puis il secoua légèrement la tête, un geste presque imperceptible. « S'il vous plaît, » insista Constance. « J'ai trouvé quelque chose, un journal, de 1832. Il faut que je sache. » L'effet fut immédiat. Le visage de Gabriel se figea, et quelque chose comme de la terreur passa brièvement dans son regard. Il descendit rapidement de l'échelle, posa sa boîte à outils, et s'éloigna vers l'arrière de la maison d'un pas rapide. Constance le suivit, oubliant toute prudence. « Attendez, s'il vous plaît, je dois savoir la vérité. » Il s'arrêta près de l'ancien puits, hors de vue des fenêtres principales. Quand il se retourna vers elle, son visage était devenu un masque impénétrable. « Vous ne devriez pas être ici, mademoiselle, » dit-il d'une voix basse, presque un murmure. « Retournez dans la maison. Pas avant que vous ne me parliez. Le journal, la femme qui l'a écrit, mon père, vous. Je dois savoir ce qui s'est passé. » Un long silence. Gabriel regardait par-dessus l'épaule de Constance, vérifiant qu'ils étaient seuls. Puis, presque malgré lui, il parla. « Votre père est un homme dangereux, mademoiselle, plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. Ce journal, brûlez-le. Oubliez que vous l'avez trouvé, pour votre propre sécurité. Dites-moi d'abord, était-elle ma mère ?» Gabriel ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait dedans une douleur si profonde que Constance sentit son propre cœur se serrer. Elle s'appelait Margot. Margot Duchesne. Elle venait d'une famille créole de Bâton Rouge. Votre père l'a épousée pour son argent, mais il ne l'a jamais aimée. Il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose en lui de cassé, quelque chose qui ne pouvait pas aimer. Et vous? J'étais jeune. J'étais stupide. J'ai cru qu'un esclave et une dame blanche pouvaient... Je ne sais pas ce que j'ai cru. Elle était si seule. Et moi aussi. Alors c'est vrai, Vous n'êtes rien que ce que votre père a décidé que vous seriez, coupa Gabriel, sa voix soudain dure. Vous êtes sa fille, légalement, socialement, de toutes les façons qui comptent. Ce qui s'est passé avant votre naissance, ça ne change rien à qui vous êtes maintenant. Mais ma mère, votre mère est morte en vous mettant au monde. Le médecin a dit que c'était une fièvre, mais... Il s'interrompit comme s'il en avait trop dit. Mais quoi? Gabriel secoua la tête. Retournez dans la maison, mademoiselle. Oubliez cette conversation. Brûlez ce journal. Et si vous avez un peu de bon sens, ne mentionnez jamais rien de tout cela à votre père. Il ramassa sa boîte à outils et s'éloigna rapidement, la laissant seule près du vieux puits, le cœur battant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Les semaines qui suivirent furent pour Constance une agonie d'incertitude. Elle avait caché le journal dans un endroit qu'elle pensait sûr, sous une latte du plancher de sa chambre, mais chaque nuit elle se réveillait en sursaut, certaine que son père l'avait trouvé, qu'il savait qu'elle savait. Mais Édouard Valcourt ne montrait aucun signe de savoir quoi que ce soit. Il continuait sa routine habituelle, gérant la plantation avec son efficacité froide, dînant avec sa fille dans un silence presque total, se retirant ensuite dans son bureau où il restait enfermé jusqu'à des heures tardives. Constance commença à l'observer différemment. Elle cherchait des signes, des indices qui confirmeraient ou infirmeraient ce que le journal et Gabriel avaient révélé. La façon dont il la regardait parfois, avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer, était-ce de l'amour, du ressentiment, de la culpabilité?
Elle commença aussi à faire des recherches discrètes. Madame Lebrun, la gouvernante, était à Bellerive depuis l'année de la mort de Margot. Elle devait savoir quelque chose. Un après-midi où son père était au champ, Constance trouva Madame Lebrun dans le salon, raccommodant des nappes. Elle s'assit près d'elle avec son propre ouvrage et, après quelques minutes de silence, demanda d'un ton qu'elle espérait désinvolte. « Madame Lebrun, vous souvenez-vous de ma mère ?» La gouvernante ne leva pas les yeux de son travail, mais ses mains s'immobilisèrent brièvement. « Bien sûr, mademoiselle. Une dame très belle, très triste aussi. »« Triste ? Pourquoi était-elle triste ? » « Oh, vous savez comment sont les mariages. Pas toujours heureux, surtout quand il n'y a pas d'amour au départ. Mon père ne l'aimait pas. » Cette fois, Madame Lebrun leva les yeux, et il y avait dans son regard quelque chose de prudent, presque d'effrayé. « Ce n'est pas à moi de parler de ces choses, mademoiselle. C'était il y a longtemps. Mais vous étiez là, vous avez dû voir ce qui se passait. » Un long silence. La gouvernante semblait lutter avec elle-même. Finalement, elle posa son ouvrage et regarda Constance directement dans les yeux. « Écoutez-moi bien, mademoiselle. Il y a des secrets dans cette maison qui sont mieux laissés enterrer. Votre mère est morte. Votre père est un homme difficile, mais il vous a élevé, il vous a protégé. Soyez reconnaissante pour cela et ne posez pas de questions sur le passé. Mais si le passé m'affecte, si je ne suis pas celle que je crois être... » L'expression de Madame Lebrun changea brusquement. Une peur évidente traversa son visage. « Qui vous a parlé? Qui vous a dit quelque chose? » ?»« Personne. J'ai trouvé des choses, des documents. » La gouvernante se leva si brusquement que son panier d'ouvrage tomba, répandant des bobines de fil sur le sol. « Alors détruisez-les, immédiatement, et n'en parlez à personne, surtout pas à votre père. Vous m'entendez? Surtout pas à lui. » Elle quitta la pièce presque en courant, laissant Constance pétrifiée. Cette réaction n'avait fait que confirmer ses pires soupçons. Cette nuit-là, Constance sortit le journal de sa cachette et le relut entièrement, cette fois en cherchant des détails qu'elle aurait pu manquer. Elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué la première fois. Dans une des dernières entrées, Margot avait écrit « Il a amené un homme de la Nouvelle-Orléans. » Un médecin, dit-il, mais je ne crois pas. Il y avait quelque chose de mauvais dans ses yeux. Ils ont parlé longtemps dans le bureau et quand le médecin est parti, il portait une sacoche qui tintait comme si elle était pleine de pièces. J'ai peur. J'ai si peur de ce qu'ils ont prévu. Un médecin payé en espèces. Avant la naissance. Avant la mort de Margot. Le lendemain matin, Constance prit une décision. Elle devait aller à la Nouvelle-Orléans. Elle devait trouver ce médecin s'il vivait encore, ou du moins des traces de lui. Elle devait savoir exactement ce qui était arrivé à sa mère ce jour de janvier. Mais comment? Son père ne l'emmènerait jamais en ville sans chaperon strict, et elle ne pouvait pas simplement partir seule. Une jeune femme non accompagnée voyageant jusqu'à la Nouvelle-Orléans? C'était impensable. Si cette histoire vous donne des frissons, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. L'horreur ne fait que commencer. La solution vint d'une source inattendue. Fin juillet, une lettre arriva pour Édouard Valcourt. C'était une invitation d'un de ses associés à la Nouvelle-Orléans, un certain Monsieur Beaumont, qui organisait une réception pour célébrer l'ouverture de son nouveau bureau d'import-export. Toutes les familles importantes de Louisiane étaient invitées. Au dîner, Édouard mentionna distraitement l'invitation. Il n'avait pas l'intention d'y aller, dit-il. Les affaires pouvaient attendre, et il détestait ces rassemblements mondains. Constance, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour ce genre d'événement, surprit son père en insistant pour qu'ils acceptent l'invitation. Elle était restée trop longtemps enfermée à Bellerive, dit-elle. Elle avait besoin de voir du monde, de sortir un peu. N'était-elle pas en âge de se marier? Comment trouverait-elle un époux si elle restait cachée à la plantation? Édouard la regarda avec une expression étrange, presque douloureuse. Pour la première fois de sa vie, Constance vit quelque chose comme de la culpabilité dans ses yeux. Après un long silence, il hocha la tête. « Très bien, nous irons, mais tu resteras avec moi en tout temps, et Madame Lebrun nous accompagnera. »
2 semaines plus tard, ils montèrent à bord d'un bateau à vapeur qui remontait le Mississippi vers la Nouvelle-Orléans. Constance avait caché le journal dans son bagage, enveloppé dans une chemise de nuit, ainsi qu'une liste de noms qu'elle avait compilés en fouillant discrètement dans les vieux papiers de la plantation. Les médecins qui avaient pratiqué en Louisiane au début des années 1830. La Nouvelle-Orléans, en cette fin d'été, était une fournaise d'humidité et de fièvre. La ville grouillait de vie, un mélange chaotique de créoles français, d'anglophones du Nord, d'esclaves, d'affranchis, d'immigrants fraîchement débarqués d'Europe. Les rues du quartier français sentaient le jasmin pourri et les égouts à ciel ouvert. Des prostituées appelaient depuis les balcons en fer forgé. Des marchands criaient leurs prix en 3 langues différentes. Ils descendirent à l'hôtel Saint-Charles, un établissement luxueux où Édouard avait ses habitudes. Madame Lebrun fut installée dans une chambre adjacente à celle de Constance, avec pour instruction stricte de ne pas la laisser sortir seule. La réception de Monsieur Beaumont avait lieu le lendemain soir. Constance passa la journée à faire semblant de se reposer tout en élaborant son plan. Elle devait trouver un moment pour s'échapper, pour chercher le médecin. Mais comment tromper la surveillance de Madame Lebrun? La chance lui sourit sous une forme inattendue. Dans l'après-midi, Madame Lebrun développa une de ces migraines catastrophiques, aggravées par la chaleur étouffante de la ville. Elle s'allongea avec des compresses et supplia Constance de la laisser dormir. C'était l'occasion. Constance enfila rapidement une robe simple, prit sa liste de noms et sortit de l'hôtel par un escalier de service qu'elle avait repéré plus tôt. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende à travers les murs. Dans la rue, elle réalisa l'ampleur de sa témérité. Elle était seule, sans chaperon, dans une ville qu'elle connaissait à peine. Elle n'avait aucune idée de où chercher. Mais elle ne pouvait pas revenir maintenant, pas sans avoir essayé. Elle arrêta un homme qui passait, un créole d'âge moyen qui la regarda avec surprise quand elle demanda où se trouvaient les cabinets médicaux du quartier. Il la dirigea vers la rue Chartres, où plusieurs médecins avaient leur pratique. Constance marcha rapidement, gardant les yeux baissés pour éviter d'attirer l'attention. La rue Chartres était une succession de bâtiments coloniaux aux façades décrépites. Elle vérifia sa liste. Le premier nom était Dr Arnaud Petit. Elle trouva son adresse, monta l'escalier étroit menant au 2e étage et frappa à une porte peinte en vert. Un homme vieux et voûté ouvrit. Ses yeux étaient laiteux de cataracte et il sentait le tabac froid et quelque chose de médicinal. « Oui, docteur Petit, je m'appelle Constance Valcourt. Je cherche des informations sur un accouchement qui a eu lieu en janvier 1833, à la plantation Belle-Rive, près de Sainte-Marie. » Le vieil homme fronça les sourcils. 1833. Ma petite, j'ai soigné des milliers de patients depuis. Comment voulez-vous que je me souvienne? La patiente est morte 3 jours après l'accouchement. Son nom était Margot Duchesne Valcourt. Quelque chose changea dans l'expression du médecin. Une prudence soudaine, presque de la peur. Je ne me souviens de rien de tel, dit-il rapidement. Vous vous trompez d'adresse. S'il vous plaît, c'est important. Elle était ma mère. Alors demandez à votre père. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Il ferma la porte au nez de Constance. Elle essaya 3 autres adresses de sa liste. 2 médecins étaient morts. Le 3e l'écouta poliment puis secoua la tête, disant qu'il ne pratiquait pas encore en 1833. Le soleil commençait à décliner quand elle arriva à la dernière adresse de sa liste. Docteur Philippe Mercier. Le bâtiment était plus délabré que les autres, presque en ruine. Elle dut demander à plusieurs personnes avant de trouver quelqu'un qui connaissait ce nom. Mercier? Ce vieux soûl? Il habite au-dessus d'une taverne, rue Bourbon. Mais je ne vous conseille pas d'y aller, mademoiselle. Ce n'est pas un endroit pour une dame. Constance y alla quand même. La rue Bourbon, en fin d'après-midi, était une vision de décadence. Des marins ivres titubaient sur les trottoirs. De la musique bruyante s'échappait des portes ouvertes des tavernes. Une femme à moitié nue l'appela depuis un balcon, riant quand Constance détourna précipitamment le regard. Elle trouva la taverne, une structure branlante qui semblait sur le point de s'effondrer. À l'intérieur, l'air était épais de fumée et d'alcool. Des hommes la regardèrent avec un intérêt qui la fit frissonner.
Elle demanda au tavernier où trouver le docteur Mercier. En haut, dernière porte à gauche, mais frappez fort, il est probablement ivre-mort. Elle monta l'escalier grinçant, essayant de ne pas toucher les murs crasseux. Frappa à la dernière porte. Pas de réponse. Frappa plus fort. Quoi? Grogna une voix de l'intérieur. Docteur Mercier, je dois vous parler. Foutez le camp. S'il vous plaît. C'est au sujet de Margot Valcourt. Janvier 1833. Plantation Belle-Rive. Un long silence. Puis des bruits de pas traînants. La porte s'ouvrit sur un homme qui avait dû être beau autrefois, mais que l'alcool et Dieu sait quoi d'autre avaient transformé en épave. Ses mains tremblaient. Son visage était bouffi et marqué de veines éclatées. Mais ses yeux, quand il la regarda, étaient étrangement lucides. « Entrez vite », dit-il en regardant derrière elle dans le couloir, « avant que quelqu'un ne vous voie ici. » La chambre était un chaos de bouteilles vides, de vêtements sales et de livres de médecine empilés dans les coins. Mercier débarrassa une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. « Vous êtes l'enfant, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, et je dois savoir ce qui s'est réellement passé. » Mercier se versa un verre d'un liquide ambré et le vida d'un trait, puis un autre. Puis il s'assit lourdement sur son lit défoncé et se prit la tête entre les mains. J'ai perdu ma licence médicale il y a 15 ans. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que je ne pouvais plus supporter de me regarder dans une glace. À cause de ce que j'avais fait. À cause de Belle-Rive. Qu'est-ce qu'il vous a payé pour faire? Demanda Constance, même si au fond d'elle-même, elle commençait à comprendre. 2000 $, une fortune à l'époque. J'étais jeune, ambitieux, et pas trop regardant sur l'éthique. Valcourt est venu me voir en décembre. Il m'a dit que sa femme allait accoucher et qu'il avait besoin de mes services. Mais ce n'était pas pour l'aider à accoucher. Il se versa un autre verre, mais cette fois il ne le but pas. Il le fixa simplement, comme s'il y voyait le passé. Il m'a dit que l'enfant n'était pas de lui, que sa femme l'avait trahi avec un esclave. Il ne pouvait pas divorcer, cela aurait été un scandale. Il ne pouvait pas la tuer ouvertement. Mais si elle mourait en couche, les complications, cela arrive. Personne ne poserait de questions. Constance sentit le monde basculer autour d'elle. Il vous a payé pour la tuer. Pour laisser mourir plutôt, quelques gouttes d'un certain tincture dans son eau après l'accouchement. Cela ressemblait à une fièvre puerpérale. Personne ne pouvait prouver quoi que ce soit. J'ai fait mon rapport, j'ai pris mon argent, et je suis parti. Mais vous n'avez pas pu vivre avec. Non. Il rit amèrement. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'ai dépensé l'argent, j'ai ouvert un cabinet, j'ai fait semblant d'être un médecin respectable, mais chaque nuit, je la voyais, cette pauvre femme, à peine plus qu'une enfant elle-même, me suppliant de sauver son bébé. Elle savait, vous comprenez, elle savait ce que son mari préparait. Elle m'a supplié de la protéger, de protéger l'enfant. Et moi? Il se mit à pleurer. Ces larmes pathétiques d'un ivrogne qui s'apitoie sur son sort. Constance le regardait sans compassion. « Qu'est-il advenu de l'enfant » demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Valcourt l'a gardé. C'est ce qui est le plus tordu dans toute cette histoire. Il aurait pu la faire disparaître, la vendre comme esclave, mais il l'a gardée. Il l'a élevée comme sa propre fille, légitimée par son nom. Pourquoi ? J'ai passé 20 ans à me poser la question. Remords, punition pour lui-même, un moyen de garder le contrôle même sur la mort de sa femme. Il leva les yeux vers elle. Vous êtes venu pour des preuves, je n'en ai pas. J'ai brûlé tous les documents il y a des années. Votre père est un homme prudent. Il ne laisserait jamais une trace qui pourrait le compromettre. Il y a le journal, dit Constance doucement. Ma mère a laissé un journal. Le visage de Mercier devint livide. Alors vous êtes en danger, mademoiselle, un grand danger. Si votre père soupçonne que vous savez, si quelqu'un à la Nouvelle-Orléans lui rapporte que vous êtes venu me voir, il ne finit pas sa phrase. Mais ce n'était pas nécessaire. Constance se leva, sentant ses jambes trembler sous elle. Merci, docteur Mercier, pour votre honnêteté, même si elle vient tard. Elle sortit dans la rue Bourbon alors que la nuit tombait. Les lanternes s'allumaient une à une.
La musique et les rires devenaient plus forts, plus désespérés. Elle marcha comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar, vers l'hôtel. Quand elle arriva, Madame Lebrun était hystérique. Elle avait découvert l'absence de Constance et était sur le point d'aller prévenir Édouard. Constance inventa une histoire improvisée sur une promenade dans le jardin de l'hôtel, sur le temps qui avait passé sans qu'elle s'en rende compte. La gouvernante ne sembla pas convaincue, mais n'insista pas. Cette nuit-là, à la réception de M. Beaumont, Constance dansa et sourit et fit la conversation comme si de rien n'était. Mais tout le temps, elle sentait les yeux de son père sur elle, observateur, calculateur, et elle se demandait s'il savait, s'il avait toujours su qu'un jour, elle découvrirait la vérité. Les semaines qui suivirent leur retour à Bellerive furent pour Constance une lente descente dans une détermination froide. Elle avait cessé de chercher des réponses. Elle les avait trouvées. Maintenant, elle devait décider quoi en faire. Son père avait tué sa mère, avait acheté un médecin pour commettre un meurtre, l'avait élevée, elle, l'enfant d'un esclave, comme sa propre fille, non par amour mais par quelque perversion de contrôle. Chaque repas qu'elle partageait avec lui, chaque conversation polie, chaque baiser sur le front était une mascarade bâtie sur un meurtre. Et Gabriel, son véritable père, réduit à l'esclavage, battu et brisé, forcé de la regarder grandir sans jamais pouvoir la reconnaître. Condamné à construire et réparer les bâtiments de l'homme qui avait tué la femme qu'il aimait. Constance passa des heures à la fenêtre de sa chambre, regardant les esclaves travailler au champ sous le soleil brutal d'août. Elle les avait toujours vus, bien sûr, mais sans vraiment les voir. Maintenant, elle les regardait différemment. Certains avaient eu sa peau plus claire, certains avaient ses yeux. Étaient-ils aussi des enfants de liaisons interdites? Des secrets vivants que leur maître préférait ignorer? Une pensée terrible lui vint. Si la vérité était révélée, que lui arriverait-il? Légalement, elle était la fille d'Édouard Valcourt. Mais socialement, si les voisins, si la société créole apprenait qu'elle avait du sang africain, même une goutte, elle perdrait tout. Son statut, son nom, sa liberté même, peut-être. Certains États avaient des lois qui pouvaient reclasser une personne comme esclave si on prouvait qu'elle avait des ancêtres noirs, même plusieurs générations en arrière. Était-ce pour cela que son père la gardait isolée? Pour la protéger, à sa façon tordue, ou pour se protéger lui-même du scandale? Fin août, Constance prit sa décision. Elle ne pouvait pas vivre ainsi. Elle ne pouvait pas continuer à faire semblant, à jouer le rôle de la fille obéissante d'un meurtrier. Elle devait agir. Mais comment? La justice légale était impossible. Qui croirait les accusations d'une fille contre son propre père? Et même si on la croyait, les preuves étaient maigres. Un journal qui pouvait être un faux, le témoignage d'un médecin alcoolique déshonoré. La parole d'un esclave, qui légalement ne valait rien contre celle d'un blanc. Non, si elle voulait de la justice, elle devrait la créer elle-même. Elle commença à planifier, discrètement, patiemment. Elle passa des semaines à observer les routines de la plantation, les allées et venues de son père, les moments où il était seul et vulnérable. Édouard Valcourt prenait chaque soir un cognac dans son bureau avant de se coucher. C'était un rituel immuable. Il versait lui-même son verre d'une carafe en cristal qu'il gardait dans un cabinet fermé à clé. Mais Constance savait où il cachait la clé. Elle l'avait vu, des années auparavant, la placer sous un livre dans une étagère. Le poison n'était pas difficile à obtenir. La plantation en avait des réserves pour tuer les rats qui infestaient les greniers à grains. De l'arsenic blanc, inodore, presque sans goût quand mélangé à de l'alcool fort. Quelques grains dans le cognac, et Édouard mourrait dans son sommeil, apparemment d'une crise cardiaque. Personne ne penserait à vérifier. Les hommes de son âge mouraient tout le temps. Mais était-ce ce qu'elle voulait? Une mort facile pour lui? Après ce qu'il avait fait? Elle passa des nuits sans sommeil à débattre avec elle-même. Tuer était un péché. Mais était-ce plus grand péché que de laisser un meurtrier impuni? Sa mère criait-elle justice depuis sa tombe? Puis, une autre idée lui vint.
Plus complexe, plus risqué, mais qui offrirait quelque chose de plus satisfaisant qu'une simple mort. Un matin de septembre, Constance demanda à parler à son père dans son bureau. Il leva les yeux de ses registres, avec surprise. Elle ne venait presque jamais dans cette pièce. « Père, j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. »« Oui ?» Il posa sa plume, l'observant avec cette attention qui la mettait toujours mal à l'aise. « J'ai 22 ans. Vous n'avez jamais vraiment encouragé les prétendants, mais je pense qu'il est temps que je me marie. » Un long silence. L'expression d'Édouard était indéchiffrable. « Et qui as-tu en tête ?»« Personne de spécifique, mais j'aimerais passer plus de temps en société. À la Nouvelle-Orléans peut-être, rencontrer des gens de bonne famille. N'est-ce pas ce que les pères veulent pour leurs filles? Certains pères, oui. Mais pas vous. Je te protège, dit-il après une pause. Le monde extérieur est cruel, Constance, surtout pour les femmes. Ici, à Bellerive, tu es en sécurité. En sécurité de quoi? Cette fois, le silence se prolongea si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue, presque douce, de la vérité, de ce que les gens feraient s'ils savaient. Le cœur de Constance s'accéléra. Savez quoi? Édouard se leva et alla vers la fenêtre, lui tournant le dos. Tu es ma fille, légalement, aux yeux de Dieu et de la loi. Cela ne changera jamais, mais il y a des choses, des circonstances de ta naissance, qui seraient mal comprises, mal utilisées. Des ennemis pourraient s'en servir contre nous. Contre nous ou contre vous? Il se retourna brusquement. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Constance. Je sais que tu as trouvé quelque chose. Le journal probablement. Et tu as posé des questions à la Nouvelle-Orléans. Oui, je sais. Tu crois que je ne fais pas surveiller mes propres affaires? Alors il savait. Il avait toujours su. Le soulagement et la terreur se mélangèrent en elle à parts égales. Si vous savez, alors vous savez que je connais la vérité. Vous avez tué ma mère. J'ai protégé ma famille, mon nom, ma réputation. Ta mère m'avait trahi de la façon la plus impardonnable. Elle méritait son sort. Et moi, qu'est-ce que je mérite? Tu es ici, n'est-ce pas? Vivante, bien nourrie, éduquée. J'aurais pu te vendre avec les autres esclaves quand tu es né. J'aurais pu te laisser mourir avec ta mère. Mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai donné mon nom. Je t'ai élevé comme une blanche. Tu me dois tout. La rage qui monta en Constance à ces mots était si intense qu'elle en tremblait. Je ne vous dois rien. Rien qu'un meurtrier mérite. Prudence, ma fille. Sa voix était redevenue froide. Avant de parler trop fort, souviens-toi de qui tu es. Une métisse, une octoroon, pour utiliser le terme précis. Une goutte de sang noir, c'est tout ce qu'il faut dans cette société. Si je décide de te répudier publiquement, si je révèle ta vraie nature, que crois-tu qu'il va se passer? Tu perdras tout. Le nom Valcourt, cette maison, ta liberté. Tu finiras au champ avec les autres, ou pire, vendu à un bordel de la Nouvelle-Orléans. C'est ce que tu veux? C'était le moment qu'elle attendait. Elle força ses mains à cesser de trembler. Força sa voix à rester calme. Non. Ce que je veux, c'est une proposition. Il haussa un sourcil. Continue. Vous me donnez Gabriel. Vous lui accordez sa liberté. Vous nous donnez assez d'argent pour partir loin d'ici, peut-être vers le nord, peut-être vers le Canada. Et en échange, je disparais. Je ne parle jamais. Je n'écris jamais. Je n'existe plus pour vous, et vous n'existez plus pour moi. Édouard la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il se mit à rire, un son froid et sans joie. Tu es vraiment ma fille, après tout. Cette ruse, cette capacité de négociation, j'ai bien fait de t'élever. Alors vous acceptez? Je vais y réfléchir. Il retourna à son bureau, reprit sa plume. Maintenant laisse-moi, j'ai du travail. Constance sortit, le cœur battant. Elle avait montré ses cartes. C'était risqué. Mais elle devait savoir s'il y avait une possibilité de solution pacifique avant de passer à des mesures plus drastiques. Les jours passèrent. 1 semaine. 2 semaines. Édouard ne reparla pas de leur conversation.
Mais elle remarqua qu'il la regardait différemment, avec une sorte de respect prudent qu'il n'avait jamais montré avant. Puis, un matin d'octobre, il l'appela dans son bureau. « J'ai pris ma décision concernant ta proposition. »« Oui, non. » Le mot tomba comme une pierre. Constance sentit quelque chose se glacer en elle. « Gabriel, reste ici, » continua Édouard. « Tu restes ici. Les choses continuent comme elles ont toujours été. C'est mieux pour tout le monde. » « Mieux pour vous, vous voulez dire ? Mieux pour toi aussi, même si tu es trop jeune et stupide pour le comprendre. Le monde extérieur te dévorerait vivante. Ici, tu as une place, un rôle. Tu es la maîtresse de Bellerive. Après ma mort, tout cela t'appartiendra. C'est plus que ce qu'aucune femme de ta situation pourrait espérer. Et Gabriel est mon bien, mon propriété. Je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. » C'était tout ce que Constance avait besoin d'entendre. Son dernier doute, son dernier espoir d'une résolution pacifique s'évapora. Elle hocha simplement la tête et quitta le bureau. Cette nuit-là, elle mit en œuvre son plan. L'arsenic était caché dans un sachet sous son matelas depuis des semaines. Elle le sortit après le dîner, attendit que la maison soit silencieuse, puis descendit silencieusement au bureau de son père. La clé du cabinet était là où elle l'avait vu la placer. Elle ouvrit le cabinet, versa 3 doses mortelles d'arsenic dans la carafe de cognac, referma tout soigneusement et remonta dans sa chambre. Son père était un homme de routine. Il prendrait son cognac ce soir, comme tous les soirs. D'ici demain matin, il serait mort. Mais Constance ne dormit pas. Elle resta éveillée, écoutant les bruits de la maison. Vers 11 heures, elle entendit son père monter l'escalier vers sa chambre. Ses pas lourds dans le couloir, la porte qui se fermait. Elle attendit. Minuit, 1 heure, 2 heures, rien. Pas de cri, pas de chute. Le silence. Avait-elle mis assez de poison ? Peut-être prenait-il plus de temps à agir qu'elle ne pensait. Elle continua d'attendre, les nerfs à vif. L'aube commençait à pointer quand elle entendit enfin quelque chose. Mais ce n'était pas ce qu'elle attendait. C'était la cloche d'alarme de la plantation, celle qu'on sonnait en cas d'incendie ou d'urgence. Des cris montaient de l'extérieur. Des pas précipités dans la maison. Constance se leva, enfila une robe de chambre et sortit dans le couloir. Madame Lebrun était là, le visage blême. « Mademoiselle, restez dans votre chambre. Il y a eu un incident. » Quel genre d'incident ? Un des esclaves, Gabriel. Il est mort cette nuit. On l'a trouvé ce matin dans sa case. Le monde bascula. Constance dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Comment ? On ne sait pas encore. Mais votre père veut voir le corps. Il est furieux. Gabriel. Mort. Mais comment ? Elle n'avait empoisonné que le cognac de son père. Sauf si une pensée horrible lui vint. Édouard avait-il su ? Avait-il deviné son plan ? Avait-il échangé les carafes, donnant le cognac empoisonné à Gabriel au lieu de le boire lui-même ? Elle descendit en courant, oubliant toute prudence. Dehors, un attroupement s'était formé près de la case de Gabriel. Les esclaves murmuraient entre eux, certains pleuraient. Les contremaîtres essayaient de les disperser. Édouard était là, debout près du corps étendu sur une planche. Quand il vit Constance, son visage se durcit. « Retourne dans la maison. Ce n'est pas un spectacle pour toi. Comment est-il mort ? Empoisonnement, semble-t-il. Probablement du poison à rat. Il l'a peut-être mangé par accident. Ou peut-être. » Il laissa la phrase en suspens, la regardant de manière significative. Elle comprit. Il savait. Il avait toujours su. Il l'avait laissé préparer son poison, l'avait laissé penser qu'elle réussirait, puis avait tout retourné contre elle. Gabriel était mort, et elle était la responsable, même si personne d'autre ne le saurait jamais. C'était sa vengeance, sa punition, plus cruelle que n'importe quelle violence physique. Elle avait tué son propre père en essayant de tuer son tortionnaire. Constance resta figée là, regardant le corps de Gabriel, cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais qui était son père par le sang.
Sa dernière chance de connexion avec sa vraie identité gisait morte à cause de sa propre main. Retourne dans la maison. La voix d'Édouard était de glace. Elle obéit, marchant comme une automate. Dans sa chambre, elle s'effondra sur son lit et pleura pour la première fois depuis des semaines. Non seulement de chagrin, mais de rage impuissante. Il avait gagné, encore une fois. Les jours qui suivirent passèrent dans un brouillard. Gabriel fut enterré dans le cimetière des esclaves. Une tombe sans nom parmi des dizaines d'autres. Personne ne posa de questions. La mort d'un esclave était à peine remarquée dans le grand schéma des choses. Édouard ne mentionna jamais l'incident. Il continuait sa routine comme si de rien n'était. Mais Constance voyait la satisfaction dans ses yeux chaque fois qu'il la regardait. Il l'avait brisée, et ils le savaient tous les deux. Pendant des semaines, Constance vécut dans un état de désespoir paralysant. Elle avait tout perdu. Sa mère, assassinée. Son père biologique, tué par sa propre main. Et elle-même, prisonnière dans cette maison avec un monstre qui prenait plaisir à son tourment. Mais lentement, très lentement, le désespoir se transforma en quelque chose d'autre. Une détermination froide. Si elle ne pouvait pas le tuer, si elle ne pouvait pas s'échapper, il devait y avoir une autre façon. Elle se souvint des mots d'Édouard. « Après ma mort, tout ceci t'appartiendra. » Très bien. Elle attendrait. Elle jouerait le rôle de la fille obéissante. Elle se marierait peut-être si cela servait ses plans. Mais elle attendrait. Et quand il mourrait, par cause naturelle cette fois, quand Bellerive serait à elle ferait quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Elle libérerait tous les esclaves. Elle vendrait la plantation, distribuerait l'argent parmi eux. Elle transformerait tout ce qu'il avait construit en cendres. Ce serait sa vengeance. Pas rapide, pas satisfaisante, mais totale. Et surtout, elle s'assurerait que tout le monde sache. Elle écrirait l'histoire complète, le journal de sa mère, le témoignage du docteur Mercier, sa propre histoire. Elle la ferait publier dans tous les journaux du Sud. Elle détruirait le nom Valcourt si complètement que personne ne se souviendrait d'Édouard Valcourt autrement que comme un meurtrier et un monstre. C'était un plan à long terme. Cela pourrait prendre des années. Mais elle avait de la patience maintenant. Elle avait appris. Les années passèrent. La guerre arriva, celle qu'on appellerait plus tard la guerre de sécession. Bellerive survécut, plus par chance que par mérite. Édouard vieillit, son corps trahissant lentement ce que son esprit refusait d'admettre. Constance resta, apparemment soumise, attendant. En 1868, 15 ans après cette nuit terrible où elle avait découvert la vérité, Édouard Valcourt mourut dans son sommeil. Mort naturelle, dit le médecin. Son cœur avait simplement cessé de battre. Il avait 67 ans. À l'enterrement, Constance ne pleura pas. Elle resta debout près de la tombe, vêtue de noir, et regarda le cercueil descendre dans la terre de Louisiane. Quand le dernier pelleté de terre fut jeté, elle rentra à Bellerive et commença à mettre en œuvre son plan. La première chose qu'elle fit fut d'appeler tous les esclaves qui restaient, environ 80, maintenant que la guerre avait libéré beaucoup d'autres. Elle leur dit qu'ils étaient libres, pas légalement seulement car la loi le disait déjà, mais véritablement libres. Elle leur offrit des salaires pour rester et travailler s'ils le souhaitaient, ou de l'argent pour partir et commencer une nouvelle vie ailleurs. Beaucoup partirent, certains restèrent. Ceux qui restèrent furent surpris de découvrir que leur nouvelle patronne les traitait non comme des serviteurs, mais comme des employés, avec respect et dignité. La deuxième chose qu'elle fit fut d'écrire. Elle passa des mois à compiler tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait découvert, en un manuscrit détaillé. Elle n'utilisa pas son vrai nom. Elle le publia sous un pseudonyme, par une fille de l'ombre. Le livre fut publié en 1869 par une petite maison d'édition de Boston qui se spécialisait dans les récits abolitionnistes. Il ne devint jamais un best-seller, mais il fut lu. Il circula parmi les cercles progressistes du Nord. Quelques journaux en parlèrent. Et même si personne ne put jamais prouver que l'histoire était vraie,
Même si les noms avaient été changés et les lieux gardés vagues, ceux qui connaissaient Édouard Valcourt reconnurent les détails. La rumeur se répandit. Le nom Valcourt devint synonyme de honte dans certains cercles. Ce n'était pas la vengeance éclatante que Constance avait parfois imaginée dans ses moments de rage. Mais c'était quelque chose. C'était une voix pour sa mère, morte en silence. Pour Gabriel, mort par sa propre main maladroite. Pour tous les esclaves qui avaient souffert à Bellerive et dans des milliers d'endroits similaires. Constance ne se maria jamais. Elle passa le reste de sa vie à gérer Bellerive, transformant lentement la plantation d'un monument à la cruauté en quelque chose de différent. Pas de rédemption, elle n'était pas assez naïve pour croire cela possible, mais peut-être quelque chose de moins horrible. Elle mourut en 1897 à l'âge de 64 ans. Dans son testament, elle laissa Bellerive et tous ses biens à une fondation dédiée à l'éducation des enfants de couleur. Le manoir fut transformé en école. L'école existe toujours, plus de 100 ans après. Peu d'étudiants qui y passent connaissent l'histoire complète. Peu savent que la fondatrice était elle-même une femme de couleur qui avait vécu sa vie entière passant pour blanche. Peu savent les secrets horribles que ces murs ont autrefois abrités. Mais dans les archives de l'école, dans une boîte scellée qui ne peut être ouverte que par décision du conseil d'administration, se trouve un journal en cuir noir. Les pages sont jaunies maintenant, presque illisibles. Mais l'histoire qu'elle raconte, l'histoire de Margot Duchesne et de Gabriel, de meurtre et de trahison et de vengeance longtemps différée, cette histoire reste. Et parfois, la nuit, quand le vent souffle de la rivière et fait grincer les vieilles planches du manoir, on peut presque entendre des voix. Une femme qui pleure pour son enfant perdu. Un homme qui martèle le bois avec la précision d'un artisan. Une jeune fille qui demande des réponses à des questions que personne ne veut entendre. Mais ce ne sont que des histoires, bien sûr. Des fantômes du passé qui n'existent que dans l'imagination. La vérité est bien plus terre à terre, bien plus humaine, bien plus horrible pour sa banalité même. Bellerive était une plantation parmi des centaines. Édouard Valcourt était un homme parmi des milliers qui ont fait des choses terribles et qui sont morts dans leur lit. Margot Duchesne était une femme parmi des millions qui ont été trahis et tués par ceux qui prétendaient les aimer. Gabriel était un homme parmi des millions d'autres réduits en esclavage, qui ont vécu et sont morts sans que leur histoire ne soit jamais racontée. Ce qui rend cette histoire différente, ce qui la rend digne d'être racontée, c'est Constance. Constance qui a découvert la vérité, qui a cherché la vengeance, qui a échoué terriblement, tragiquement, mais qui, à la fin, a trouvé un autre chemin. Pas la rédemption, mais quelque chose de plus petit et peut-être plus honnête. La reconnaissance, la documentation, le refus d'oublier. Les registres paroissiaux de Sainte-Marie gardent encore cette ligne grattée, cette cicatrice d'encre où le nom de Margot Duchesne aurait dû être enregistré avec honneur mais ne l'a jamais été. Les documents de Bellerive, maintenant conservés aux archives de Louisiane, montrent les transactions commerciales, les ventes d'esclaves, les profits et les pertes, mais jamais les crimes. L'histoire officielle dit qu'Édouard Valcourt était un planteur prospère, un pilier de la communauté, un père dévoué qui a élevé seul sa fille après la mort tragique de sa femme. L'histoire officielle ment. Mais l'autre histoire, celle écrite par une fille de l'ombre, celle qui dort dans une boîte scellée dans les archives d'une école, celle-là dit la vérité, ou du moins une vérité. Car même Constance ne pouvait pas tout savoir. Elle n'était pas là quand sa mère est morte. Elle n'a jamais su ce que son père avait fait à Gabriel cette semaine où il avait disparu, ce qu'il avait brisé assez pour qu'il cesse de lutter. Certains secrets sont enterrés si profondément qu'ils ne peuvent jamais être complètement déterrés. Mais cela ne signifie pas que nous devons arrêter de creuser. Alors, croyez-vous que tout a été révélé? Pensez-vous que justice a été rendue d'une certaine façon? Ou certains crimes sont-ils trop grands pour être vraiment punis? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sombres tirées de l'histoire oubliée.
et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères qui glacent le sang et qui, peut-être, pourraient être vrais. Parce que le plus effrayant dans cette histoire, c'est qu'elle aurait pu se passer exactement comme je vous l'ai raconté, dans une plantation de Louisiane, dans un manoir avec des colonnes blanches et des magnolias, dans un monde où les gens étaient propriétés et où les secrets de chambre étaient plus précieux que des vies humaines. Cela s'est peut-être passé, ou quelque chose de très similaire. Encore et encore et encore. Et c'est ce qui devrait vraiment nous terrifier.